Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et cette saison encore, j'accueille Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Salut Christophe. Et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. The United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. It was time to end this war. C'est l'événement géopolitique de cet été et peut-être la première grosse erreur stratégique et politique du président Joe Biden, le retrait américain d'Afghanistan. Serpent de mer dans les débats aux États-Unis, il est le fruit d'un processus entamé de longue date sous Barack Obama, puis accéléré par Donald Trump. Un retrait effectif un jour avant la date prévue et 4 jours après l'attentat à l'aéroport de Kaboul qui a tué 182 personnes dont 13 militaires américains. Ainsi, le 30 août, l'Amérique de Joe Biden mettait fin à 20 ans de présence sur le sol afghan. Depuis cet été, les critiques pleuvent à l'encontre du président et pas seulement de la part des républicains. Dans son camp aussi, des voix s'élèvent pour dénoncer non seulement ce départ mais aussi ses conditions. Biden, lui, défend son choix et va plus loin en interrogeant la stratégie géopolitique de Washington. Je le cite, « Cette décision sur l'Afghanistan ne concerne pas seulement l'Afghanistan, il s'agit de mettre un terme à une ère d'opérations militaires majeures afin de redessiner d'autres pays. » Alors là, messieurs, il va falloir m'expliquer quelque chose. Quand Joe Biden est arrivé, vous avez tous les deux loué le retour de l'Amérique porteuse des valeurs des droits de l'homme dans le reste du monde, d'une Amérique impliquée sur la scène internationale. Est-ce que vous vous êtes trompé ou est-ce que Joe Biden a changé d'avis, Jean-Marie ? C'est difficile de répondre. Est-ce qu'il a changé d'avis ou est-ce qu'il revient plutôt à la ligne de plus grande force de la stratégie américaine telle qu'en effet elle avait été redéfinie par Barack Obama et qui consistait à déplacer le centre de gravité de la géostratégie, de la géopolitique américaine, de la zone dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire Euro-Méditerranée, Proche-Orient, etc., à la zone Asie-Pacifique, où le problème principal des États-Unis d'aujourd'hui étant la Chine. Le problème est d'organiser le containment de la Chine et d'organiser cette région-là. Est-ce que c'est un isolationnisme au sens propre du terme ou est-ce que c'est un déplacement stratégique ? Ça, c'est une question. Alors, c'est vrai que le slogan de Joe Biden pendant sa campagne et à son arrivée au gouvernement, ça a été « America is back ». Et après ce qui vient de se passer, on peut se dire « oui, America is back home ». Donc c'est évidemment pas tout à fait la même chose. Le changement que je vois, moi, c'est dans l'énoncé de la doctrine, puisque Joe Biden nous dit « c'est terminé l'époque où on intervenait pour installer la démocratie, pour conforter la démocratie, pour bâtir un pays, puisque c'était un petit peu la doctrine au moment de la guerre d'Irak. Cette période-là est terminée et si nous intervenons, nous n'interviendrons que sur des objectifs limités, clairement énoncés, donc nécessairement limités dans le temps. Donc c'est là que je vois plutôt le grand changement américain qui va certainement au-devant de ce qui est aujourd'hui une dominante de la politique américaine et qui est cette tendance en effet isolationniste et en tout cas ce regard de plus en plus porté vers la Chine et non plus vers les problèmes que nous représentons nous-mêmes. Il y a probablement un malentendu sur l'idée qu'on se fait ou que les États-Unis se font de leur interventionnisme. L'intervention américaine n'est pas nécessairement ou n'a jamais été de construire une démocratie, mais plutôt là en l'espèce en Afghanistan, c'était d'empêcher les terroristes liés à Ben Laden de bénéficier d'un État, d'un territoire et d'un État. Ce que un certain nombre de terroristes et de djihadistes vont probablement avoir aujourd'hui avec l'Afghanistan tel qu'il est. Quand ils sont arrivés en Irak, c'était tout de même pour rétablir une démocratie. En Irak, c'était pour chasser un dictateur, en effet, et puis au motif qu'il détenait soi-disant des armes de destruction massive. Mais on sait très bien que ça n'était pas le cas, et que c'était plutôt une doctrine, mais là, le grand spécialiste de cette doctrine, c'est Alain Frachon, dit des néoconservateurs, qui en effet avaient cette idée en tête de construire une nation, comme il disait, alors que la véritable définition d'une politique américaine, fût-elle interventionniste, c'est plutôt de venir en soutien des forces qui, dans un pays, sont malmenées, maltraitées par des gens qui sont des dictateurs ou des tyrans, et qu'il y a des forces qui aspirent à autre chose, qui aspirent à la démocratie, qu'il faut soutenir, mais pas de se substituer aux uns et aux autres pour construire de toutes pièces un pays. Je voudrais juste d'abord d'un mot essayer de mettre au clair cette question de construire la démocratie
qui a fait partie, d'une certaine manière, de la réponse des États-Unis aux attentats du 11 septembre 2001. Dans l'esprit des dirigeants américains de l'époque, avec la pleine approbation des démocrates au Congrès et vraisemblablement d'une partie de l'opinion publique, l'intervention militaire pour renverser Saddam Hussein parce que, soi-disant, il aurait eu des armes de destruction massive et qu'il aurait pu donner ces armes de destruction massive à des groupes terroristes, de même que l'intervention en Afghanistan contre les talibans pour chasser les talibans du pouvoir, puisque les talibans hébergeaient, protégeaient et avaient même mis de la logistique au service d'Al-Qaïda, responsable des attentats de 2001, eh bien, les deux étaient mélangés. L'objectif militaire, renverser Saddam Hussein, renverser les talibans et empêcher qu'Al-Qaïda ne revienne en Afghanistan. Il y avait un pendant politico-militaire qui était non seulement de construire un État plus stable dans l'Irak qui était divisé depuis des années et des années de manière ethnique entre chiites et sunnites, entre arabes et kurdes, et de même qu'en Afghanistan, pays aussi à qui compte de très grandes lignes de fractures ethniques. Donc il fallait recréer un État central fort, capable d'empêcher que cet État ne devienne un adversaire des États-Unis. Mais il fallait aussi, et c'était le pendant militaire, essayer de refaçonner, disaient les néoconservateurs, de refaçonner des sociétés de manière qu'elles soient beaucoup plus tolérantes, et notamment plus tolérantes à l'adresse des idées occidentales, et parmi ces idées occidentales, la démocratie à l'américaine. Donc on a fait une constitution en Afghanistan, les Américains ont fait une constitution en Afghanistan, plus que les Afghans eux-mêmes. Les Américains ont fait une constitution en Irak, plus que les Irakiens eux-mêmes, et c'était bien donc dans le but, non pas d'avoir la démocratie jeffersonienne au pied de l'Hindoukouche ou au bord de l'Euphrate en 15 jours, mais c'était bien dans l'objectif d'amener ces pays à une manière de libéralisation politique. Pourquoi ? Eh bien parce que le raisonnement était assez simple, on appelait ça le raisonnement par le Danemark. Le Danemark ne produit pas de terroristes. En fait, le terrorisme islamiste est le produit de dictatures et d'États faillis dans ce que le département d'État américain, le ministère des Affaires étrangères, appelle le Grand Moyen-Orient. Ça va du monde arabe à l'Afghanistan, justement. Donc voilà, c'était mélangé. Et quand Biden dit « on n'est pas intervenu en Afghanistan pour importer la démocratie en Afghanistan », c'est pas vrai. Ça faisait partie d'une opération beaucoup plus ambitieuse qui était celle d'une Amérique qui était encore dans ce moment unipolaire, c'est-à-dire encore toute puissante après l'effondrement de l'Union soviétique. Et qui va le premier se rendre dans une école primaire où enfin on accueillait les filles parce que les filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école du temps des talibans, eh bien c'est Joe Biden qui se fait photographier dans un jardin d'enfants à Kaboul, où enfin les petites filles étaient admises. C'est Joe Biden, à l'époque, qui était à l'époque président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Alain, pour vous, Joe Biden est sur une tendance isolationniste ou est-ce que, comme l'explique Jean-Marie, il restreint le champ d'action géopolitique américain ? Biden a toujours été pour le départ des troupes américaines d'Afghanistan. Il a toujours été, du temps où il était vice-président, il s'est opposé à Obama. Lorsqu'Obama, cédant à la pression du Pentagone, a envoyé un renfort de 10 000 soldats, je crois, en Afghanistan. Biden était absolument contre. Il disait que c'était fini, qu'il fallait juste garder les moyens de lutter contre le retour, mais que c'était pas la peine de s'user, de s'épuiser dans cette bataille d'Afghanistan. Du moins tant que les États-Unis n'arriveraient pas à convaincre le Pakistan de cesser d'aider les talibans afghans. Parce que si le Pakistan avait refusé son aide aux talibans afghans, on n'en serait pas là. Ce qui choque et qui explique votre introduction, c'est au fond, ça se fait dans l'indifférence à l'égard du sort des Afghans, de la part d'un président qui avait dit qu'il remettrait la question des droits de l'homme dans la politique étrangère américaine. Eh bien non, là, ce n'est pas le cas. Ce sont des considérations de politiques intérieures qui s'imposent et qui prennent le dessus sur ce souci des droits de l'homme. Il y a des élections de mi-mandat en 2022 et là-dessus, sur le fond, comme le disait Jean-Marie, eh bien, Biden est fidèle à Obama,
fidèle à Trump, fidèle à l'évolution de l'opinion publique américaine. Il faut sortir de ces guerres lointaines que nous n'arrivons pas à gagner et qui sont donc une défaite. Alors là, la défaite est d'autant plus flagrante que les talibans reviennent au pouvoir à Kaboul 20 ans plus tard. Donc voilà un peu, si vous voulez, le tableau. Voilà ce qu'on peut reprocher à Biden, à juste titre. D'une certaine façon, il faut dire aussi que, et c'est sans doute ce que pense Biden et pas mal d'Américains, c'est pour ça que les sondages ne sont pas catastrophiques pour le président Biden, il faut dire que il n'y a pas de retrait facile. Il n'y a pas de retrait qui ne prenne pas l'allure d'un chaos. Il y aurait eu des scènes très difficiles à l'aéroport de Kaboul avec des dizaines de milliers d'Afghans qui estiment qu'ils ne peuvent pas vivre avec les talibans, même s'ils n'ont pas collaboré avec les régimes afghans qui ont été mis en place par les Américains, auraient voulu fuir l'Afghanistan. C'est ce à quoi nous allons assister et on va juger Biden là sur ce qu'il a dit maintenant. C'est-à-dire, je veux que les Afghans puissent continuer à prendre l'avion s'ils s'estiment menacés et à quitter leur pays. Et enfin, mais Jean-Marie l'a dit, il y a aussi là une constante de la politique américaine depuis Obama, c'est que la région où les États-Unis estiment qu'ils jouent, si vous voulez, leur leadership mondial, eh bien, ce n'est pas le Grand Moyen-Orient, mais c'est la région Asie-Pacifique avec la rivalité avec la Chine. Et pour appuyer ce que vient de dire Alain, un sondage réalisé fin août montre qu'une majorité des Américains soutiennent la décision de Joe Biden de se retirer d'Afghanistan. En revanche, ils sont 42% à trouver qu'il a fait ça de manière contestable. Jean-Marie. Oui, parce que le ressenti, comme on dit aujourd'hui, en empruntant le langage des météorologistes, le ressenti est celui d'une débâcle à Kaboul. Et donc à partir de là s'installe l'idée un petit peu partout que, au fond de cette catastrophe de Kaboul, date le début du vrai déclin américain et que un certain nombre de bons esprits en Angleterre et ailleurs considèrent que, au fond, les États-Unis glissent progressivement dans une situation qui rappelle celle de la Grande-Bretagne dans les années 30, c'est-à-dire d'un pouvoir qui s'affaiblit progressivement et qui se banalise. C'est la question un peu que j'ai envie de poser à Alain. Qu'est-ce qu'il pense de cette vision des choses qui vraiment daterait, au fond, le début pas seulement d'un repli, mais d'un authentique déclin, avec en plus, par profits et pertes, si j'ose dire, le droit d'ingérence, qui était pratiqué, qui est même inscrit dans les textes internationaux aujourd'hui, et qui, de fait, est appelé à être condamné ou à disparaître, compte tenu précisément de la façon dont les choses se sont passées à Kaboul. Je suis assez sceptique sur cette tonalité générale qui consiste à dire, au fond, voilà, c'est vraiment la preuve du déclin américain, c'est vraiment la preuve du retrait des États-Unis, des affaires du monde, et il faut se poser des questions, les Européens notamment doivent se poser des questions sur la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. Que valent leurs engagements en tant qu'alliés ou en tant que pays amis? Moi, je suis assez sceptique parce que je reprends la chute de Saigon. Avril 1975, c'est une défaite bien pire que celle de Kaboul. C'est une défaite beaucoup plus importante sur le plan international. C'est une défaite dans la guerre froide, dans les combats par procuration de la guerre froide. Avril 1975, mai 1975, juin 1975, émeutes urbaines, incendie derrière le Capitole, surinflation, abandon de la conversion du dollar mécanique avec l'or. La presse américaine, les universités américaines, les commentateurs n'avaient qu'un seul mot à la bouche, déclin. Quelques années plus tard, le mur de Berlin s'effondre et l'Union soviétique est dissoute. Je reprends 1979, un an d'humiliation à Téhéran où des gardiens de la révolution, des militants révolutionnaires iraniennes retiennent pendant plus d'un an tous les diplomates et le personnel de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Tentative d'opération militaire qui se solde par une débâcle dans le désert. Beyrouth 1983, 241 Marines tués
dans un attentat commis avec la main du Hezbollah ou de l'Iran derrière. Que décide le président Reagan? Plus de 50 parachutistes français. Que décide le président Reagan? De répliquer? Pas du tout. Il s'enfuit. Le président Reagan qui incarnait, si vous voulez, une sorte d'Amérique forte et dominatrice, eh bien, il s'enfuit, il rapatrie toutes les troupes américaines du Liban. Les Français, eux, restent. Et je pourrais vous citer d'autres exemples. Il faut avoir en tête que depuis la guerre de Corée, au début des années 1950, eh bien, c'est la dernière des guerres dans lesquelles les États-Unis ont été impliqués et dont on peut dire qu'elle se solde plutôt par une victoire que par une défaite. Ensuite, il n'y a que des défaites. C'est ça la vraie question. Et moi, je pense que cette question, elle est différente, elle est distincte de celle de la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale, qui, à mon avis, relève de la question suivante. Quelles sont les composantes de la puissance aujourd'hui? Militaire, technologique, capacité d'innovation, industrielle? Les États-Unis, d'une certaine façon, sont aussi puissants, sinon plus, aujourd'hui qu'ils l'étaient hier. Voilà, je crois, la manière dont il faut poser la question. Après, vous pouvez vous poser une autre question qui est celle, que font-ils de leur puissance? Mais c'est une question différente. Mais sur la crédibilité, cette thèse qui consisterait à dire que la crédibilité des États-Unis s'est effondrée dans le chaos de l'aéroport de Kaboul, je ne crois pas. Cela dit, je suis assez d'accord avec cela, sauf que il y a aussi à prendre en compte la réalité des situations sur place. Ce qu'on a constaté aussi au fil des années, c'est que partout où les États-Unis se replient, quelqu'un s'engouffre à leur place. La date clé pour moi, c'est le refus de Barack Obama d'intervenir en Syrie, qui laisse d'ailleurs les Français désarmés, si j'ose dire, parce qu'ils étaient prêts à intervenir, et donc l'intervention n'a pas lieu parce que Barack Obama, après avoir dit que si la ligne rouge était franchie, c'est-à-dire l'utilisation de gaz, il y interviendrait, il n'intervient pas. Donc que se passe-t-il? La Russie débarque. Et la Russie s'installe, et s'installe pour longtemps. Même scénario un petit peu en Libye. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que les Chinois ne vont pas faire l'analyse de la faiblesse des États-Unis et partant de ce constat de faiblesse, en profiter? Là, c'est pas une question de technologie ou de bataille de qui sera le meilleur détenteur des technologies du futur. C'est une question militaire. Est-ce que Taïwan peut se sentir aujourd'hui durablement et constamment défendu par les États-Unis compte tenu de ce qui vient de se passer en Afghanistan? Et est-ce que les Chinois ne vont pas faire l'analyse que finalement, compte tenu de l'état d'esprit des Américains, compte tenu de ce qui vient de se passer, le moment est peut-être venu de faire une seule Chine et donc de récupérer Taïwan, fût-ce militairement. Donc c'est ça pour moi la question qui va être intéressante et angoissante dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, parce que sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de ligne rouge établie par Joe Biden lors de ses dernières déclarations sur l'engagement américain. Aucune. Quand on regarde les commentaires chinois sont sur l'idée du déclin, etc. Ce qui est d'une certaine façon de bonne guerre. Même si, de fait, on sait très bien aussi que les Chinois, finalement, craignent le départ ou craignent les conséquences du départ américain d'Afghanistan parce que une part des problèmes de sécurité vont leur revenir et notamment les problèmes de djihadisme contre les Chinois eux-mêmes. Donc, il y a cette hypocrisie ou cette ambivalence chez les Chinois, mais néanmoins, ils peuvent, à l'instar de Poutine en Syrie, se dire « le moment est venu, poussons notre avantage et allons-y ». Mais Alain, ce désengagement a une limite quand même, c'est celui des traités internationaux comme l'OTAN par exemple. Non, on ne peut pas. Les États-Unis ont renforcé leur dispositif dans la zone Asie-Pacifique. Ils ont formé une sorte de nouvelle coalition informelle avec l'Inde, le Japon, l'Australie et, très important, le Vietnam qui est prêt à accueillir la flotte américaine. Donc, il y a un investissement militaro-diplomatique et économique aussi des États-Unis dans toute la zone Asie-Pacifique, ce qui fait que, vous avez raison Christophe, on ne peut pas parler de désengagement. D'autre part, il y a l'OTAN. Alors l'OTAN a plutôt étendu sa zone en intégrant les pays baltes et les anciens pays du pacte de Varsovie, donc on ne peut pas non plus parler d'un désengagement. C'est d'ailleurs très intéressant de noter que
après avoir qualifié l'OTAN d'organisation obsolète, au fond, Trump a augmenté la part des États-Unis dans le budget de l'OTAN, au moment même où il pestait, où il insultait les Européens parce qu'ils ne contribuaient pas assez au budget de l'OTAN. Donc, il n'y a pas eu de désinvestissement matériel de l'OTAN du temps de Trump, mais il y a eu un désinvestissement idéologique qui était de laisser entendre, au fond, c'est pas évident qu'on va, dans toutes les circonstances, être solidaire des Européens. Entre parenthèses, si jamais Vladimir Poutine met la main sur un pays balte, eh bien, Trump avait semé le doute sur le cœur même du mécanisme de l'OTAN, qui est que l'intervention américaine serait mécanique. Alors là, vous pouvez vous dire que ce doute-là, eh bien, les gens à Taipei, les gens de Taïwan peuvent l'avoir. Ou que en Ukraine, à Kiev, on peut aussi s'interroger sur jusqu'où va le soutien proclamé des Américains. Ce qui est intéressant, c'est que Biden a senti le danger et que lorsqu'il a dit que les États-Unis seraient fidèles à leurs alliances, notamment à l'OTAN, mais à leurs alliances en Asie, avec le Japon et avec la Corée du Sud, il a ajouté Taïwan il y a 15 jours. Pourquoi il a ajouté Taïwan alors que il n'y a pas véritablement un traité de défense réciproque entre les États-Unis et Taïwan. Les États-Unis reconnaissent que la Chine est une et que Taïwan en fait partie, mais il y a une déclaration du Congrès dans les années 70, au moment où les États-Unis vont renouer avec la Chine, il y a une déclaration du Congrès qui dit que les États-Unis s'engagent à défendre l'expérience démocratique à Taïwan. Donc c'est un engagement, mais c'est un engagement informel. Ce n'est pas un traité comme ceux qui lient le Japon et la Corée du Sud aux États-Unis pour ce qui est de la région Pacifique. Si on est taïwanais, on peut se poser des questions. Si on est ukrainien, on peut se poser des questions. Est-ce que les États-Unis viendront nous défendre? Mais l'important dans un système comme celui-là, c'est que la Chine se pose cette question. C'est que la Russie se pose cette question. Est-ce que les Américains interviendront en Ukraine? Si jamais nous voulons mettre la main sur le reste de l'Ukraine, en plus du Donbass et en plus de la Crimée, est-ce que les Américains interviendront si nous mettons la main sur Taïwan? Cette question, les Chinois se la posent. Et ça, c'est le fondement de la dissuasion. Il faut que l'adversaire potentiel ou possible se pose cette question. Tant qu'il se pose cette question, la crédibilité joue, la dissuasion fonctionne, parce que ça augmente considérablement le coût de l'opération si jamais vous vous trompez sur les intentions des États-Unis. Donc voilà un peu le paysage stratégique qui se dégage. Cette dissuasion, elle repose que sur les États-Unis. Dans votre discours, vous n'intégrez pas du tout l'Europe, c'est-à-dire qu'on n'a aucune capacité, aucune force de dissuasion aux yeux de Moscou et de Pékin? Non, l'Europe n'a pas d'engagement de ce type, ni parlementaire, ni autre, à l'égard de Taïwan, par exemple. Alors, ça serait intéressant de poser la question aux pays européens. Ils ne donneront pas de réponse formelle parce qu'ils ne veulent pas se lier les mains. Quant à l'Ukraine, c'est différent. L'Ukraine, en revanche, l'Europe s'est engagée à maintenir l'Ukraine dans ses frontières. Les Européens considèrent qu'en ce qui concerne l'Ukraine, qu'il s'agisse de la Crimée ou du Donbass, il y a eu, et c'est la réalité, il y a eu changement des frontières par la force. C'est contraire à tous les traités signés par l'Union soviétique puis repris par la Russie. Donc là, la situation juridique est très claire. Mais en Asie-Pacifique, même si des pays comme la France et la Grande-Bretagne sont présents en Asie-Pacifique aussi, et notamment leurs bateaux passent dans le détroit de Formose pour bien dire que ce sont des eaux internationales dans lesquelles ils ont le droit de passer. Ce qui est une manière de dire que nous non plus, nous ne voulons pas qu'il arrive quoi que ce soit à Taïwan. Et c'est une manière informelle de le dire. Mais sur le plan de l'Union européenne en tant que telle, à mon avis, elle n'a pas de position sur Taïwan. Pour finir, je voudrais qu'on revienne sur l'Afghanistan. J'ai été surpris d'apprendre que quand les États-Unis sont partis, ils sont vraiment partis puisqu'il n'y a même plus de représentation diplomatique. Elle a été délocalisée au Qatar. Les Français, eux, ont toujours une représentation. C'est David Martinon, d'ailleurs, qui l'incarne dans la fameuse Green Zone au cœur de Kaboul. Le président Macron, donc, a laissé une ambassade à Kaboul. Il a toutefois estimé qu'il ne fallait ni reconnaissance ni complaisance avec les talibans. En revanche, à l'image d'Angela Merkel, il souhaite engager un dialogue. Est-ce que c'est la bonne posture, selon vous, Jean-Marie? Ça dépend de ce que l'on veut obtenir. Si l'on veut obtenir, en effet, que les dernières personnes à rapatrier puissent l'être, c'est-à-dire être exfiltrées, plus exactement, puissent l'être, on est obligé, évidemment, d'avoir un contact
avec les maîtres des lieux, et donc vous ne pourrez pas passer par voie aérienne s'il n'y a pas un consensus dans ce domaine. Même si Emmanuel Macron a essuyé un premier revers avec le refus taliban de cette zone protégée, qui était en effet une bonne idée de la part d'Emmanuel Macron. Donc c'est une position compréhensible, évidemment. L'autre aspect des choses, c'est est-ce que l'on va soutenir en même temps, si j'ose dire, est-ce que l'on va soutenir le jeune Massoud qui, à l'intérieur de sa petite province, résiste aux offensives des talibans et où il va avoir besoin d'être aidé si on veut qu'il tienne. Ça, c'est une question aussi pressante pour la France. Et l'autre question, c'est celle des flux de réfugiés. Ça a été un des premiers sujets dont Macron s'est emparé après l'annonce du retrait américain. Est-ce que dans l'accueil des réfugiés afghans, la France est à la hauteur, Jean-Marie ? On verra ce qui en sera. Pour le moment, l'argument de la France, c'est de dire on est parmi les pays européens ceux qui déjà accueillaient le plus de réfugiés afghans, qui étaient, eux, candidats à l'asile politique. Il y a évidemment aussitôt un débat qui s'est enflammé en France et qui est parti sur les pires bases qui soient, c'est-à-dire un refus de la part d'un certain nombre de forces, j'allais dire, situées plutôt à l'extrême droite et à droite, d'accueillir tout simplement. Et de ce point de vue-là, on a une longue tradition et triste tradition qui est justement la trahison de celles et ceux qui voulaient fuir l'Algérie à Arki, qui sont, pour certains, Harkis ont été récupérés sur la France continentale, mais pour d'autres ont été empêchés d'embarquer sur les ordres d'ailleurs du général de Gaulle à l'époque. Alors que on voit bien que le plus simple respect du droit international devrait nous conduire à prendre notre part dans ce qui va se produire. Juste un mot, Christophe, sur votre question sur la position française et celle du président Macron. Sa formule est totalement conforme à la tradition diplomatique française. Nous reconnaissons des pays, pas des régimes. Nous n'avons pas à reconnaître ou à ne pas reconnaître le régime taliban. Nous reconnaissons des pays. Alors nous pouvons ensuite moduler l'importance de nos relations diplomatiques, économiques, humanitaires, etc. avec ce pays en fonction de ce que fait le régime. Mais la France est fidèle à sa tradition diplomatique qui est, je crois, la même que celle de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que nous reconnaissons des pays dès l'instant qu'il y a un pouvoir central qui contrôle à peu près les frontières et non pas des régimes. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je conseille votre chronique pour ceux qui aimeraient aller plus loin sur le sujet. C'était jeudi sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation chaque jeudi aussi sur France 24 à l'émission Politique. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Christophe. Au revoir Christophe. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.